Eh bien, bonsoir. Bonsoir Pierre Mouzanard qui est avec nous pour présenter son film. Bonsoir à vous, chères spectatrices, chers spectateurs qui nous suivez depuis vos salons. Alors, on espère recevoir des photos de vos installations de cinéma. On est très curieux de voir comment vous vivez votre festival parce que bah, nous, le festival, quand même, dans l'ADN, il y a la convivialité, la rencontre. Et pour nous, bah, voilà, c'est un peu, bah, évidemment, compliqué d'être à distance. Alors, par contre, on est vraiment très heureuse et très heureux d'avoir quasiment tous les cinéastes qui sont là, quand même, à Marseille, avec nous. Et c'était très important pour nous parce que on fait des séances aussi en chair et en os tout au long de la semaine avec l'association Lieux Fictifs à la prison des Baumettes. Donc tous les films que vous voyez dans vos salons, ils sont aussi projetés tous les jours à la prison des Baumettes. Bah, moi, par exemple, je sors à l'instant d'une séance scolaire voilà, dans un lycée avec des lycéens qui sont en section audiovisuelle, avec qui on a pu échanger sur la question du premier film, qui sont en train de faire leur premier film et qui ont envie aussi éventuellement de continuer dans le cinéma et de et d'aller dans une école de cinéma. Mais voilà, c'est en tout cas, pour nous, c'est important de défendre ces choses-là en présence, en chair et en os, là où quand on peut et où on peut le faire. Et notamment pour ces publics pour qui c'est pas évident la situation en ce moment. Moi, je tenais vraiment à le signaler et à en parler parce que voilà, on le sait pas forcément, c'est pas écrit dans les programmes. Mais voilà, donc très contente de vous retrouver pour la quatrième soirée du festival, en présence donc du réalisateur du premier film, Caméra au volant, Pierre Mouzanard. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose à propos de ton film avant qu'on le regarde? Oui, oui, je voulais déjà remercier le festival et le travail qui a été fait par l'équipe du festival pour s'assurer qu'il ne passe pas inaperçu, que qu'on puisse tous assister en chair et en os. Il y a un effort colossal qui a été fait pour faire en sorte de déjouer cette pandémie, et essayer de rendre, voilà, de rendre honneur au film et au public, et de faire en sorte que les projections se passent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est très, très touchant et très encourageant. Et ça nous invite à venir passer une semaine à Marseille, et à vouloir aussi participer au festival en chair et en os aussi. Donc merci pour ça déjà. Et voilà, c'est en fait le premier festival qui projette ce film que j'ai fait. C'est un film que j'ai fait parce que j'étudiais en Angleterre, et j'étais frustré de ne pas pouvoir filmer le pays dans lequel j'ai grandi, le pays dans lequel j'ai vécu toute ma vie. Et j'ai voulu... ce film est né d'un petit mouvement réactionnaire d'une certaine manière, où je voulais, voilà, donner la voix à mon peuple et à mon pays. Et donc j'avais pas beaucoup de moyens. Et donc, comme plein de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, il faut faire avec ce qu'il y a. Et j'ai pris une petite caméra, et une petite caméra qui n'a pas une très bonne qualité. Et je suis allé dans la rue et j'ai filmé la rue en fait. Et je me suis mis une petite règle qui était toute simple, mais qui pour moi dirigeait le principe de ce film. Et c'était que je mettais de la musique dans la voiture, sur la radio de la voiture, et que la musique dictait l'image. Ça veut dire que je me mettais une règle qui était que je ne pouvais pas faire de synchronisation en post-production, je ne pouvais pas faire de montage. L'image et le son devaient être liés sur le moment où je les enregistrais, et je n'avais pas le droit de traficoter voilà, tout ça après. Et en fait, ce que ça crée, c'est que le son et donc la musique suggestent des histoires qui se passent devant nos yeux. Et le but, c'était de montrer à quel point on vit notre vie, on marche, on part au boulot, on vit notre quotidien, mais on ne s'arrête pas sur les gens. Les gens deviennent des silhouettes qui sont là autour de nous, mais qu'on ne regarde pas. Et comme quoi, si on s'arrête 2 secondes et qu'on les regarde bien, on voit à quel point ils sont vivants, à quel point ils nous ressemblent, à quel point... Enfin, il y a des milliards d'histoires qui se passent tout le temps autour de nous, et des fois, on n'y prête pas attention. Et donc, c'était en utilisant ce procédé que j'ai voulu montrer à quel point la vie parle tout le temps autour de nous. Les coïncidences se passent, des histoires se racontent, des petites... voilà,
y a des petits messages qui existent autour de nous et on n'y fait pas souvent attention. Et donc c'était ça le but de ce film. Et donc voilà, il faut juste savoir que le son et l'image que vous allez voir a été capturé en même temps et donc rien n'a été monté. Voilà. Alors, ce qu'on était en train de dire juste avant le direct, c'est que il y a eu juste une petite erreur, mais qui finalement va être un très bon point de départ pour cette discussion. C'est que la nouvelle version du film, qui n'est pas celle que vous avez vue, il y a simplement un autre panneau à la fin, et donc avec un autre texte, et pas le poème que nous avons vu, qui d'ailleurs est très beau. Et voilà, enfin voilà, quand j'ai vu ce poème, moi, à la fin, en revoyant le film, je me sais que ton film était aussi un poème, ou peut-être des haïkus, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je te laisse nous raconter quel texte tu as voulu mettre à présent sur ce film à la fin. Oui, déjà le poème qui était, qui était dans cette version, c'est un très beau poème de Gibran Khalil Gibran qui dit qu'en fait le poète c'est le Liban, c'est pas lui, c'est le Liban qui parle à travers lui et je pensais que c'était magnifique comme manière de voir la chose, comme manière de voir ce pays, parce que c'est vrai que c'est un pays qui parle à travers ses citoyens et les gens qui y ont grandi. Et en fait, c'était un film où je voulais essayer de faire parler ce pays sans forcément exister. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu... la caméra existe et il y a un regard, mais en fait, c'est le pays qui parle, c'est c'est le peuple qui parle. Et en fait, c'est pour ça que j'avais aimé ce poème pour finir le film. Et aussi, c'est un film que j'ai tourné 2 mois avant une révolution qu'il y a eu au Liban. Et maintenant, à chaque fois que je le revois, je remarque des petits signes de quelque chose qui allait se passer. On voit assez de... Il y a une certaine tristesse dans ce film. Mais je pense que c'était parce que le pays commençait à évoquer cette tristesse dans les coulisses, derrière, et les gens n'y prêtaient pas forcément attention. Et je pense que en tournant dans ce pays, en voyant la rue et en s'attardant sur la rue et sur les personnages qui existent dans les rues de Beyrouth, cette tristesse ou bien est peut-être apparue et puis 2 mois plus tard il y a une révolution qui est forcément une réponse à un problème qui peut transparaître peut-être dans ce film. Et puis voilà. Et donc le nouveau texte que tu mets sur ton film, oui, c'était je voulais dédier en fait ce pays, ce film à ce pays qui finalement qui existe depuis 12 000 ans et qui chaque jour depuis sa création risque de disparaître, qui passe par des périodes constantes et perpétuelles où sa même existence est remise en question et c'est par une période comme ça qu'on passe aujourd'hui dans ce pays. Et donc c'était un mot que je voulais... je me suis dit que peut-être il valait mieux mettre mon propre mot à la fin du film pour parler directement au pays. Mais ça va très bien aussi. Khalil Gibran est un meilleur écrivain, quoi. Dans ton film, alors on a déjà juste une petite réaction d'une spectatrice qui est fidèle au festival, Alice. Je tiens à la saluer et qui a dit bravo, j'ai adoré l'œil. C'est très gentil, merci. Et donc c'est vrai que cette caméra, c'est ton œil. C'est vrai qu'on d'un coup tu nous mets en tant que spectateur comme à l'intérieur de ta tête. Enfin en tout cas il y a vraiment cette idée-là et ça peut paraître brouillon et presque j'ai envie de dire comme les ingrédients qu'on dit qu'il ne faut pas faire en cinéma documentaire, comme le zoom tout le temps ou même filmer des gens sans qu'ils soient au courant. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est assez même dérangeant en fait à un moment donné. Et moi, ça m'intéresse. Ton film m'intéresse beaucoup pour ça et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie qu'il soit programmé au festival parce qu'il pose ces questions-là aussi et en même temps tu
tu les dépasses et tu nous proposes autre chose. Est-ce que tu peux nous Oui, bah parler de ça? c'est un film et un projet qui, premièrement, essaye de parler du regard, de l'idée du regard, parce que c'est quelque chose, enfin, entièrement humain de regarder, et je pense que ça nous apprend tous. Je pense que c'est première manière d'apprendre, c'est de regarder autour de soi. Et il y a un moment, des fois dans la vie, où on arrête de regarder, on arrête de s'attarder sur les choses, et on commence à faire, à rentrer dans notre quotidien, et on oublie aussi que voilà, toutes ces silhouettes autour de nous, euh, voilà, ils ont plein de choses cachées qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous faire rire, qui peuvent nous toucher, et c'était une ode à l'idée du regard. Et donc j'ai voulu mettre les éléments, j'ai voulu donner une liberté au montage, au tournage, qui est propre au regard. On regarde quand on a envie, et puis on arrête soudain, et puis on regarde là-bas. Et puis, donc j'ai essayé vraiment d'imiter, d'être vraiment franc avec moi-même, et d'essayer de répliquer la manière dont je regarde normalement, mais avec une caméra cette fois. Et, et puis voilà, par rapport à cette idée. Ouais. C'était de l'AI. Euh, c'est une sorte de road movie. On peut dire ça comme ça. Pour toi, de quelle manière c'était important de filmer depuis la voiture? Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Et autre question, est-ce que ça se passe qu'à Beyrouth ou pas? Alors il y a des passages qui sont au Liban, dans les montagnes, pas qu'à Beyrouth. C'est vrai qu'il y a une plus grande fixation sur Beyrouth, parce que c'est une ville très drôle, Beyrouth. C'est une ville qui se prend pour Manhattan, mais qui n'est pas, qui n'est pas vraiment Manhattan. Et donc, c'est vrai que je voulais un peu... parce que je viens de Beyrouth, donc il y a une attention quelconque sur Beyrouth, mais c'est un peu sur toutes les histoires que j'ai pu trouver sur ma route. Et puis, moi, j'aime beaucoup la voiture. Je trouve que c'est un écran qui bouge. Parce que enfin, les films, c'est une petite... enfin, c'est une réplique. On essaye de répliquer la vie. Et donc, ça, c'est le pare-brise, c'est ça? Mhm. Le pare-brise d'une voiture, bah, c'est comme un écran qui bouge. Et puis, c'est un meilleur cinéma, si j'ose dire, que les écrans de cinéma. Parce que autant les réalisateurs du monde entier ont fait des chefs-d'œuvre, la vie les a sûrement dépassés, autant aussi grand soit-il. Et donc j'aime beaucoup la voiture, j'aime beaucoup tourner, j'aime beaucoup regarder voilà, par la fenêtre. Et puis j'aimais aussi, il y a une autre idée qui fait partie de ce film, c'est euh, c'est lier le son ou la musique avec les images. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand il y a deux éléments qui ne se rejoignent pas, qui sont indépendants l'un de l'autre, parce que ces gens-là, ils savent pas que moi je suis en train d'écouter cette musique dans la voiture, mais je m'approprie leur histoire, et je lui donne un troisième sens. En plus, c'est pas forcément moi qui lui donne un troisième sens, parce que je me mets la règle que c'est le téléphone, c'est le hasard qui va choisir pour moi. Et c'est d'une certaine manière pour essayer de faire parler la vie, si j'ose dire. Enfin, c'est ce hasard qui décide quelle musique va apparaître, avec quelle personne va être en face de moi, et qui va créer un troisième sens. Et donc, c'est la vie, c'est le Liban qui va parler à travers moi. Et je suis qu'un outil qui est ici pour essayer de capturer ce qu'elle propose. Et donc, la voiture servait aussi à avoir cette musique qui continue tout le temps, et qui est proche de moi pour pouvoir tourner. Donc, c'était... Voilà. C'est presque un peu... comment... pas ésotérique, mais en tout cas... euh, pardon, j'ai pas le mot, mais il y a quelque chose de transcendantal presque dans ce que tu dis. Oui, presque, parce que c'est drôle. Enfin, on a souvent tendance à croire que les films sont beaucoup plus choquants ou bien dramatiques que la vie, mais en tout cas, je pense qu'on a tous remarqué avec ce Covid que personne n'aurait pu inventer ça. Mais voilà, la vie a souvent des choses complètement... plein de sens, des coïncidences, ou bien créer des sens dans des endroits, et puis c'est ça que j'ai essayé de vouloir capturer
Parce que je voyais ça se passer autour de moi tout le temps, sans la caméra. Donc je me suis dit, autant prendre la caméra et essayer de le montrer. Et donc j'ai essayé autant que je pouvais. Alors, nous avons des questions de nos fidèles spectatrices et spectateurs. Je vais commencer par celle de Jean-Baptiste qui demande est-ce que c'est facile de conduire et filmer en même temps? On te reconnaît bien là, JB. Ouais, c'est facile, c'est dangereux. C'est ni facile ni difficile. Mais il y a un moment où j'ai essayé de le faire avec une autre personne et puis ça marchait pas parce que quand je vois quelqu'un, il faut que je m'arrête tout de suite. Et donc, j'ai remarqué qu'il fallait que je le fasse seul parce qu'il fallait que tout soit en synchronisation. Et donc j'ai tenu à le faire seul. C'est difficile. On apprend à Beyrouth. Ouais. À Beyrouth, il suffit de conduire 3 jours, en tout cas sans caméra, et tu deviens le meilleur conducteur au monde. Parce que si tu survis les 3 premiers jours, tu sais conduire voilà. Donc voilà, j'ai appris à le faire. Alors, il y a une question de Constance qui dit par simple curiosité, comment as-tu fait pour les droits d'image et de musique? Pour les droits d'image et de musique, c'était enfin j'ai pas vraiment fait euh, quelque chose parce que par exemple les gens c'est difficile de les retrouver. Après il y en a beaucoup que j'ai reparlé, à qui j'ai reparlé, surtout les gens qui voilà, ça dépend des gens. Ça veut dire il y a des personnes où on se sent pas forcément disons mal de prendre une image par-ci par-là, mais des gens dont on filme une position qui n'est pas jolis, comme par exemple les mendiants ou les jeunes qui mangent des poubelles. C'est des gens que j'ai approchés, que j'ai souvent aidés. Donc ça s'est passé avec quelques personnes, mais pas avec tout le monde. Pour les droits de musique, voilà, c'est compliqué. Je suis en train de travailler pour essayer, comme c'est le premier festival auquel le film enfin, qui projette le film, je suis en train d'essayer de voir comment obtenir les droits musicaux pour les moments où ça apparaît et puis pour pouvoir montrer le film à de plus grandes audiences. Mais je pense que tant qu'il n'y a rien qui est monétisé ou quelque chose comme ça, ce n'est pas encore nécessaire d'une certaine manière. Donc nous ne te paierons pas de droits. Oui. D'ailleurs, je tiens juste, la musique de la bande-annonce vient de ton film. C'est un petit... donc on a une nouvelle question. Alors, de la part de Léa, est-ce que ta musique était parfois entendue par certains protagonistes? Je pense aux 2 petites filles qui dansent. Il y aurait du coup un échange accidentel avec les personnages. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pense pas parce que je me rappelle, si je me rappelle bien, les fenêtres étaient fermées. Donc, ça reste pour moi, c'est une question que j'aime me poser, mais dans les deux cas, ça raconte une différente histoire. S'ils ont décidé de danser sans rien entendre, ça raconte une histoire, et s'ils ont communiqué avec moi, ça raconte une autre. Donc, je ne pourrais pas savoir, vraiment. Très bien. Est-ce que c'est purement aléatoire la musique ou est-ce que à des moments tu choisissais quand même la musique qui passait? Non, c'est purement aléatoire. Purement aléatoire. C'est ça la condition. Même par exemple le clown avec la musique de cirque, c'était déjà il n'y a pas beaucoup de clowns dans les rues du Liban, donc c'était voilà, c'est purement aléatoire. Il n'y a pas enfin je traficote pas avec. Mais c'est purement aléatoire dans ta playlist. Oui, mais c'est une grande playlist. Donc, il y a peut-être, je sais pas, 6 ou 7 000 musiques, chansons, morceaux. Donc, c'est assez large pour que ce ne soit pas vraiment visé. Après, bien sûr, il y a un goût de musique quelconque. Avec pas mal de musique française, d'ailleurs. Avec Brassens, ça marche très bien. Brassens, vraiment. Oui, parce que Brassens c'est un écrivain de chansons, comment dire, qui aime beaucoup les personnages, qui voit dans les endroits autour de lui plein de petits personnages dont il raconte les histoires. Et donc, ça marche souvent. Ça marche souvent.
Voilà. Alors, Jean-Baptiste demande, est-ce que tu aurais voulu ouvrir la fenêtre parfois et ouvrir à d'éventuelles rencontres? Oui, oui, mais je sentais que je les rencontrais comme ça. Je sentais qu'il y avait une rencontre que je faisais en les voyant. C'est vrai que rencontrer quelqu'un, ça se passe à différents niveaux. Ça veut dire quand on parle à quelqu'un, on sent qu'on le connaît mieux parce qu'on a une interaction avec lui, mais il y a un aspect de lui qui est caché. Et en fait, en le filmant ou en le regardant, disons, sans qu'il nous voit, on voit une autre facette de lui qu'il ne nous montrerait pas si on lui parlait. Donc, c'est aussi une rencontre. Enfin, d'une certaine manière, c'est aussi des rencontres que j'ai fait avec ces personnages. Et j'ai voulu les garder un peu dans ce petit moment qu'on avait partagé ensemble, en fait. Est-ce que tu as... Bon, du coup, tu dis qu'au festival, donc c'est les premières projections. Donc, la toute première projection a été à la prison des Baumettes. Donc, c'est assez... Mais au Liban, tu l'as même pas montré à des amis ou est-ce que quel retour tu as éventuellement au Liban ou de ton film? Si, je l'ai montré à des amis au Liban et j'ai eu des bons retours. Je pense que on vit un moment assez émotionnel au Liban maintenant. On partage tous une même situation, donc il y a comme un sous-entendu qui nous regroupe à tous. Et c'est un film qui, très très, peut-être subtilement, parce que c'est pas forcé, essaye de peindre une quelconque mélancolie qui existe aujourd'hui au Liban. Et je pense qu'au Liban, les gens, ils l'ont ressenti parce que ça fait partie de leur quotidien. Et donc, non, c'était beau de le montrer au Liban, mais je ne l'ai jamais montré en salle au Liban encore. Et j'adorais le faire, bien sûr. Mm. On espère toutes et tous. Alors, il y a une question. Enfin, ou une remarque en tout cas. Donc, de Florie, merci. C'était très beau. Plein de moments de grâce et d'autres séquences très drôles aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Notamment au début. Et c'est vrai que, bon, la scène avec les policiers, il y a vraiment quelque chose, évidemment, qui est un peu... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie ou... Bien sûr, j'aurais voulu qu'il y ait plus. Aussi, à chaque fois que je le revois, je pense à peut-être d'autres moments que je n'ai pas sélectionnés, qui ont un peu plus d'humour, que je peux... Enfin, on sent jamais, surtout dans un film comme ça qui n'a pas une histoire, c'est difficile de se dire, bon, il est fini. Je dis, à chaque fois que tu le revois, tu as envie de jouer avec, le rechanger, le remoduler, mais ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis où j'étais assez triste de la situation au Liban, où je pense que c'est le moment où j'ai fait le montage, donc j'ai pas mis autant d'humour qu'aujourd'hui je sens qu'il est nécessaire. Mais oui, j'aime bien sûr qu'il faut de l'humour, il faut toujours de l'humour. C'est un pays très drôle, le Liban, c'est un pays, un peuple très très drôle qui arrive même sans mots à faire rire, à faire rire sans les mots. Et donc voilà, pour être juste avec le Liban, il fallait être beaucoup plus drôle que ça encore. Donc voilà. Tout à l'heure, tu as parlé du montage. Et ben justement, nous avons une question sur le chat par rapport au montage. Donc ça rejoint l'envie que j'avais aussi de te poser la question du montage, parce qu'on se demande comment monter un film comme ça. Et la question qui est là, c'est comment as-tu choisi les séquences au montage? Alors, c'est l'exercice, à part le fait de tourner, de conduire dans Beyrouth et dans le Liban pour des heures et des heures et filmer, qui est quelque chose de très amusant à faire. Le montage, c'est la partie la plus jouissive en fait, de ce genre de projet, parce que c'est pas un montage comme dans la fiction, même dans des documentaires où tu essaies de raconter une histoire en construisant image sur image. C'est plutôt c'est une structure en fait, c'est un montage qui établit une structure. Et c'est fascinant comme exercice parce que tu vois à quel point tu peux raconter une différente histoire rien qu'en structurant les mêmes, les mêmes séquences, les mêmes scènes, les mêmes images. Et donc, comment je fais, c'est un peu... Il faut vraiment avoir une intuition. Il faut sentir son intuition. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut accepter que les choses ne soient pas forcément précises, mais qu'elles tendent vers une idée, qu'elles tendent vers un sens. Et puis tu essayes plein de choses et puis tu vois ce qui te parle le plus. Et c'est important d'essayer de, en tout cas, sentir qu'il y a un voyage
d'essayer qu'il y ait un voyage à travers cet endroit, à travers ces histoires et à travers un thème quelconque. Et puis c'est ces idées-là que je garde en tête quand je travaille sur le montage. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intuitif dans ton film de A à Z, en fait. En le revoyant, là, je me disais effectivement quel chemin qu'il veut prendre. Et en même temps, voilà, je me suis dit, mais oui, c'est son intuition aussi. De la manière dont il filme, forcément, tu l'as monté. Enfin, quelque chose d'assez évident. Mais En fait, je travaillais en même temps sur un film de fiction en Angleterre qui était le pôle opposé de ce film. C'était un film où on avait 3 jours pour tourner. J'ai fait un film de 30 minutes en 3 jours. Donc c'était pas la place pour l'hésitation, pas la place pour l'improvisation, pas la place pour la caméra qui bouge, rien du tout. C'était en anglais, c'était en Angleterre, c'était pas au Liban. Donc en fait, c'est un film que j'ai fait en réaction à un autre. Euh, et c'est 2 pôles complètement opposés. Et puis je me suis complètement libéré parce que je sentais qu'il y avait plein de contraintes sur l'autre film. oui, donc voilà. c'est aussi une liberté d'un coup que tu prends et que tu Exactement. Et j'espère que, comme j'ai senti cette liberté en le faisant, peut-être que cette liberté existe quelque part dans le film pour que l'audience puisse la voir. En tout cas, ça donne envie de prendre son caméscope et de faire quelque chose, parce que, voilà, ça c'est sûr. Il y a Léa qui nous dit que la musique révèle, embellit et parfois ironise les scènes, à première vue banales. Belle énergie, bel hommage à la vie. Ouh. Wow, c'est joli. Bah oui, exactement. J'adore la musique. Je trouve que y a souvent des gens qui n'aiment pas utiliser plein de musique dans les films, mais ça fait partie de l'idée du spectacle, ça fait partie du cinéma. Enfin, le cinéma est né premièrement avec de la musique. Et donc, il faut savoir comment utiliser cette musique comme une technique, comme un atout, comme quelque chose voilà, enfin, l'utiliser à bon escient pour, voilà, j'espère, ironiser ou embellir ou créer un décalage avec l'image. Et puis voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ou des choses Bon, je pense que peut-être qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous toutes et tous, voilà, de partager les films avec nous. C'est important, il faut que le cinéma y vive, qu'on le partage, qu'on en discute tous ensemble d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça nous tient vraiment à cœur. Merci. Merci.